Donc oui, la deuxième catégorie de stéréoisomères, c'est les stéréoisomères de configuration. Vous allez voir, c'est un peu plus intéressant, il y a un peu plus de choses à dire. C'est peut-être aussi un petit peu plus compliqué à voir, mais vous allez voir, pas de souci quand même. Donc, voilà, hein, dans les stéréoisomères de conformation, on avait dit que on passe d'une conformation à l'autre juste en faisant la rotation d'une liaison, hein, c'était la définition même. Par contre, dans les stéréoisomères de configuration, on va passer d'un stéréoisomère à un autre, en fait, en cassant une liaison chimique. Donc c'est pour ça que, en fait, les stéréoisomères de configuration, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus différents, parce que, ne serait-ce que vous ayez un atome qui change de position, vous allez voir qu'en fait, en termes de propriétés, ça peut tout changer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça implique que deux stéréoisomères de conformation sont deux arrangements spatiaux d'une même molécule, d'accord. Les stéréoisomères de conformation, donc on a vu tout à l'heure, ce sont au final, enfin les conformations, c'est la même molécule, c'est juste une façon ou une autre de la représenter sur votre feuille, sur votre papier, mais c'est la même molécule. Par contre, ici, dans les stéréoisomères de configuration, ce sont bien deux molécules différentes, d'accord. Donc en trois dimensions, ce sont bien deux molécules qui sont différentes. Il y a un atome peut-être qui va changer par rapport à une configuration à une autre, mais ça veut dire que vos molécules sont différentes. Hein, j'insiste là-dessus. Dans les conformations, les stéréoisomères de conformation, vous bougez juste une liaison, mais globalement la molécule vous n'y avez pas touché, c'est la même. C'est uniquement quand vous la dessinez que voilà, vous choisissez une conformation ou une autre. Par contre, pour les stéréoisomères de configuration, on est obligé, pour passer d'un stéréoisomère à un autre, de casser une liaison. Donc pour le coup, là, ici, ce sont bien deux molécules différentes. C'est important à noter cette différence-là. Donc ça veut dire que deux stéréoisomères ne sont pas superposables. Comme c'est pas les mêmes molécules, vous n'allez pas pouvoir les superposer. Stéréoisomères de configuration, on va les classer en deux catégories. Première catégorie, les énantiomères. Deuxième catégorie, les diastéréoisomères. Vous allez voir, les mots, ça commence à être compliqué. C'est ces mots-là, en fait, qu'il va falloir que vous reteniez. Donc, dans les stéréoisomères de configuration, deux types de stéréoisomères de configuration. Première catégorie, ce qu'on appelle les énantiomères. Donc, les énantiomères, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des stéréoisomères, hein, molécules différentes, d'accord, qui ont la particularité d'être images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, ça a à voir avec la chiralité qu'on a vue précédemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez vu, hein, une molécule chirale, hein, c'est voilà, image l'une de l'autre dans un miroir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les molécules chirales, d'accord, qui possèdent donc un seul carbone asymétrique, d'accord, vont pouvoir avoir en fait deux configurations différentes, donc deux stéréoisomères différents. On appellera ça des énantiomères. Je m'explique ici. Imaginez, vous avez donc du bromo, chloro, iodo, méthane. Bon, bref. Globalement, vous avez une molécule avec un carbone central, un atome ici, un autre différent là, un troisième différent ici, et enfin un quatrième différent ici. Donc éventuellement hein, un hydrogène, un brome, un chlore, un atome d'iode, peu importe, je dirais. Donc ici, on a bien un carbone asymétrique. Carbone tétraédrique, 4 liaisons. Sur chaque liaison, vous avez un atome ou groupe d'atomes différents. Donc là, on est bien dans la définition du carbone asymétrique ici. Donc on a dit normalement, oui, hein, si vous avez un carbone asymétrique, c'est une molécule chirale. On va regarder ça un petit peu. Ici, je dessine ma molécule par rapport à un miroir. Donc symétrie hein, classique. Donc celui-là ne bouge pas, donc cet atome-là ne bouge pas, les liaisons qui sont dans le plan ne vont pas bouger. Par contre, à travers un miroir, ce que vous avez à gauche sera à droite, etc. Donc ici, l'image va se retrouver ici, et puis ici, mon atome bleu ici va se retrouver ici. Ok. Pour bien voir le truc, qu'est-ce qu'on fait? Cette molécule-là, je vais la faire une rotation de 180 degrés. D'accord? Donc ça veut dire que je vais tourner cette molécule-là comme ça. D'accord? Donc l'axe C
atome en rouge, ici, va pas bouger au final. Donc je tourne de 180 degrés ce truc-là. Donc ça, hein, je rappelle, hein, ça, ces deux liaisons-là, c'est les liaisons du plan. Donc je tourne de 180 degrés et je vais me retrouver avec cette molécule-là. Donc 180 degrés, hein, la verte qui était dans le plan se retrouve toujours dans le plan, mais de l'autre côté. Et c'est là qu'il faut bien voir le truc, hein, ce qui était en arrière du plan ici, hein, en orange, va se retrouver en avant du plan maintenant. C'est ça qu'il faut que vous voyez en fait en 3 dimensions. Peut-être que là, ce qui peut être intéressant, c'est que vous construisez un petit modèle moléculaire, hein. On aurait dû faire ça évidemment en cours, vous vous doutez bien, mais vous pouvez éventuellement vous construire un petit modèle moléculaire ici rapidement. En fait, il faut bien que vous compreniez ce truc-là. Si je tourne cette molécule de 180 degrés, j'obtiens ce truc-là. Ok ? Et donc là, on s'aperçoit, si je compare cette molécule-là et cette molécule-là ici, on s'aperçoit qu'elles sont bien différentes. Ok ? Dans l'enchaînement d'atomes, alors ça, le rouge, le vert ne change pas. Par contre, ici, vous avez l'orange qui est dans l'arrière du plan. Ici, elle se retrouve en avant du plan. La bleue qui était dans l'arrière du plan ici se retrouve en avant du plan ici. Donc en fait, cette molécule-là et cette molécule-là sont bien différentes. Vous dites oui, il n'y a pas trop de différence, c'est pas faux, il n'y a pas une énorme différence. Vous allez voir que quand on va regarder après tout à l'heure, ça peut tout changer au final en termes de propriétés. Donc ici, cette molécule-là et cette molécule-là sont donc deux énantiomères, par exemple de bromochloroiodométhane, d'accord ? Donc en fait, ces deux molécules-là, ce sont donc des énantiomères, c'est-à-dire que c'est un type de stéréoisomère. Ce sont deux stéréoisomères qui sont donc images l'un de l'autre dans un miroir. D'accord ? Donc c'est la définition même de deux énantiomères en fait. Donc ce sont bien deux molécules différentes, celle-ci et celle-ci, qui sont donc des stéréoisomères, d'accord ? Et puis qui ont la particularité, voilà, d'être images l'un de l'autre dans un miroir. Donc ce petit truc-là, il va falloir savoir, savoir le faire. Et donc globalement, en fait, à partir du moment où vous avez une molécule avec un carbone asymétrique, en fait, vous voyez, en changeant les atomes, liaison en arrière, liaison en avant du plan, en les changeant ici, on va pouvoir dessiner les deux énantiomères qui peuvent coexister. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Ça veut dire si vous voulez faire la synthèse, par exemple, du bromochloroiodométhane, ok ? Donc vous partez de méthane, globalement, CH4, et puis vous rajoutez un brome, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ça veut dire que quand vous faites la synthèse de ça, par exemple, soit vous allez faire cette forme-là, soit vous allez faire cette forme-là. En fait, on va voir qu'on contrôle plus ou moins ce truc-là. Et donc, en fait, vous faites deux molécules différentes. Elles sont pas énormément différentes, je vous l'accorde. Elles se ressemblent au point de vue géométrie. Par contre, qu'est-ce qui change ici ? C'est que vous avez quand même deux atomes qui sont pas à la même place. Et donc ça change tout. Donc énantiomère à bien comprendre. Donc c'est ce que je dis ici, ces molécules existent donc dans la nature sous deux formes différentes. Premier énantiomère, deuxième énantiomère ici. Vous verrez comment est-ce qu'on les appelle l'année prochaine. Ou pas, selon les envies. Petit vocabulaire ici. Petit mot de vocabulaire aussi à retenir. Donc en fait, un mélange chimique qui comporte un mélange équimolaire. Équimolaire, ça veut dire que vous avez la même quantité de matière. De ces deux énantiomères est appelé un mélange racémique. Donc imaginez en fait, vous faites la synthèse de cette molécule-là, vous obtenez 50% de ce type-là, 50% de ce type-là. Et en chimie, on va appeler ça un mélange racémique. Vous avez autant d'un énantiomère que du second énantiomère. Ok. Donc statistiquement, c'est ce qui arrive souvent. Par contre ici, c'est ça qui est important ici, c'est que les énantiomères vont posséder des propriétés physico-chimiques. Donc globalement, température, changement d'état, solubilité, masse volumique, identiques. Vous voyez, le fait qu'on change deux atomes comme ça ne va pas changer grand-chose en termes de propriétés physico-chimiques. Par contre, les propriétés biochimiques, elles peuvent être complètement différentes. Et c'est d'ailleurs le cas. Pourquoi ? Tiens, je vais regarder la fin ici, directement. Ok, donc ici, vous avez vu, voilà, dans cette molécule-là et cette molécule-là, vous avez bien deux énantiomères. Qu'est-ce qui change ? Vous avez vu, carbone asymétrique, très bien. Donc ici, on a le truc violet, là, c'est pas un truc, c'est un triangle. Vers vous, ici,
ici c'est le rond bleu qui est vers vous, donc on a bien deux énantiomères ici, ok. Mais imaginez, sur votre récepteur biologie, hein, sur votre biologie, sur votre cellule, etc., et ben le récepteur il est fait pour l'une des formes ou l'autre. Hop, ici triangle, rond. Ok. Donc ça veut dire que si vous avez cette molécule-là, elle peut venir se fixer sur le récepteur, d'accord? Pas de souci, c'est fait pour. Par contre, son énantiomère ici ne va pas pouvoir se fixer sur le récepteur. Donc au final, hein, si vous avez un médicament, bah, par exemple, et qu'il vous faut, j'en sais rien, moi, cette forme-là, et bah, si vous avez ça, ça va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que ça va être assez important aussi de savoir contrôler ça. Donc on peut le contrôler, hein, l'énantiomère qu'on forme, c'est possible, notamment dans les propriétés optiques, on est capable de faire ça. Mais voilà l'idée. Deuxième exemple, alors je crois que c'est... ouais, alors, deuxième exemple ici, vous voyez. Regardez ici, deux molécules. C'est pareil, hein, ce sont bien des énantiomères, hein, la forme R, la forme S, etc. Et ben pour le coup, vous avez un des énantiomères qui a une odeur d'orange, alors que son énantiomère, hein, donc toute petite différence, aura une odeur de citron. Donc vous vous dites, bah oui, voilà, le fait que voilà, on passe d'un énantiomère à un autre, et ben on va avoir des propriétés donc physiques, je vous ai dit, relativement identiques. Par contre, biologiques, bah là, notamment pour l'odeur, ce sera différent. Dernier exemple que je voulais voir avec vous, un peu plus tragique. Alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais c'est voilà. Donc ça c'est un médicament utilisé alors, dans les années 50-60. J'ai pas révisé en fait avant de faire le cours, donc vous regarderez ça si vous voulez des compléments d'information. Donc ici, médicament pour les femmes enceintes, analgésique, d'accord. Donc c'était cette forme-là, ok. Et puis en fait, quand vous faites la synthèse, donc là on a bien deux énantiomères. Donc dans les années 50, on ne contrôlait pas tout à fait ces histoires d'énantiomères. En fait, hein, on connaissait la formule, donc il fallait faire cette molécule-là, très bien. Donc ils ont fait la synthèse de cette molécule-là, et bah, quand ils ont fait la synthèse, en fait, ils ont synthétisé à la fois les deux énantiomères, sans savoir lequel était lequel. Et donc, ce qui fait que, bah, en fait, il y a une des formes qui était, bah, voilà, pour les femmes enceintes, qui permettait de traiter les douleurs liées, justement, à, à ce phénomène-là, au phénomène, je sais pas pourquoi, non, je perds mes mots là. Donc, qui servait justement à la femme enceinte. Et en fait, le deuxième énantiomère était plutôt nocif, voire même carrément poison. C'est-à-dire qu'en fait, hein, bah, juste parce que vous aviez un atome qui était différent entre les deux énantiomères, bah, d'un côté vous avez entre guillemets un médicament et de l'autre vous aviez un poison. Et donc il y a eu pas mal de décès, hein, notamment à cause de ça. Donc depuis les années 50-60, eh ben, on fait très attention à savoir quel énantiomère dans une synthèse on va obtenir. On est capable de réguler ça beaucoup plus précisément, heureusement aujourd'hui, je dirais. Puisque là, bon, là c'est le cas extrême. Hein. Vous avez d'un côté un énantiomère qui sera le médicament, alors que l'autre sera le poison. Et c'est à cause de ce truc de récepteur en fait biologique, il y a un côté dans la nature symétrie, ben voilà, où on n'a pas le choix. Bon allez, si on va revenir à des choses plus sympathiques, j'espère, et on va reprendre le truc. Donc, énantiomère à bien comprendre. Ok. Deuxième type de stéréoisomère de configuration, donc énantiomère premier type. Deuxième type de stéréoisomère de configuration, les diastéréoisomères. Ah, c'est le mot compliqué là. Donc, les diastéréoisomères, c'est quoi? Ce sont des stéréoisomères de configuration, donc on a, pour passer de l'un à l'autre, on casse une liaison, forcément, qui ne sont pas des énantiomères. Voilà, donc ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Donc, en fait, globalement, hein, si vous avez deux stéréoisomères de configuration, soit ce sont des énantiomères, soit ce sont des diastéréoisomères. Et globalement, si c'est pas des énantiomères, ce sont des diastéréoisomères. Donc, contrairement à ces derniers, donc contrairement aux énantiomères, les diastéréoisomères vont présenter en fait des propriétés physico-chimiques assez différentes. En fait, on peut se retrouver avec des molécules qui sont assez différentes, même du point de vue physico-chimique. Le plus courant de ces cas-là, vous le connaissez. Vous avez vu ça l'année dernière, ce qu'on appelle l'isomérie ZE, vous connaissez ce truc-là. Alors, normalement, donc en fait, on appelle ça, vous appellerez ça, à partir de maintenant, des diastéréoisomères. Donc ici, hein, par exemple, bah, vous avez les diastéréoisomères Z, donc hein, vous avez vos deux hydrogènes qui sont voilà, du même côté, diastéréoisomère E,
donc où vous avez donc les atomes d'hydrogène qui sont d'un côté et de l'autre de votre double liaison CC. Donc en fait, ce que vous appeliez avant vous les isomères ZE, et ben à partir de maintenant on appelle ça des diastéréoisomères. Configuration Z, configuration E, ça marche toujours pareil. Et donc, hein, pour passer de l'un à l'autre, hein, on est bien d'accord que vous êtes bien obligé de casser une liaison. Hein. Si vous passez de l'un à l'autre, comment est-ce qu'ils ont fait ici? Là, on a cassé la liaison CH pour la reformer ici, et ici, on est obligé de casser la liaison CB pour la reformer ici. Donc, différent. Et puis là, vous voyez bien que ces deux molécules-là ne sont pas images l'une de l'autre hein, dans un plan. Hein. C'est pas possible. Ce que vous serez amené à faire en exercice, on va voir en fait comment est-ce qu'on peut résoudre des exercices relativement simplement. Il y a juste un petit point de méthodologie qu'il va falloir que vous voyez ici. Alors, on va prendre un cas où alors, ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, hein, c'est si vous avez une molécule avec un carbone asymétrique, un seul, d'accord? Si vous avez une molécule avec un seul carbone asymétrique, un seul, par exemple là, pour passer d'un énantiomère à l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste changer la position de deux atomes. Deux atomes seulement. D'accord? Vous pourrez essayer chez vous, mais si vous changez 3 atomes ou 4 atomes, ben là, vous allez obtenir la même molécule. Donc pour passer d'un énantiomère à un autre, il faut que sur votre carbone asymétrique, vous changiez 2 atomes. Traditionnellement, on change les atomes des liaisons en avant et en arrière du plan. Vous voyez ici, en orange, arrière du plan, je la mets l'avant du plan. En bleu, arrière du plan, je la mets en avant du plan. Et donc là, en changeant 2 atomes de place, on obtient bien un premier énantiomère, un deuxième énantiomère. Ça, c'est le cas où vous avez un carbone asymétrique, c'est facile. Dans le cas où vous avez 2 carbones asymétriques, il y a une petite subtilité. Alors, on va regarder ici. J'ai cette molécule-là. Peu importe son nom, on s'en fiche. Ici, donc, j'ai bien un carbone asymétrique. J'aurais peut-être pu mettre un petit astérix ici. Un carbone asymétrique ici. Un carbone asymétrique ici. Carbone ici, il est bien tétragonal. 1, 2, 3, 4 liaisons. Ici, CH3, OH, H, et puis tout ce bazar-là, ça fait bien 4 groupes différents. Donc, par définition, carbone asymétrique ici, carbone asymétrique ici. Ok, donc souvent, on vous demandera de faire ça dans les exos. Vous avez une molécule, et c'est de trouver son énantiomère. Ok. Donc, je vous ai dit, hein, si vous avez un seul carbone asymétrique, c'est facile, vous changez uniquement, vous changez 2 atomes. En fait, ici, ce qu'il faut faire pour passer de cette première configuration-là à son énantiomère, en fait, vous allez changer sur les 2 carbones asymétriques. Je m'explique, c'est facile, vous allez voir. Ici, OH vers vous, H vers la feuille, en arrière. Vous changez ça. Ici, vers vous, H, vers la feuille, OH. Sur le deuxième carbone, même chose. Vers vous, le chlore, vers la feuille, l'hydrogène. On change ça, donc maintenant ce sera vers vous, l'hydrogène, vers la feuille, le chlore. Hop. Donc en changeant les 2 atomes qui sont pas dans le plan sur les 2 carbones asymétriques, j'obtiens un premier énantiomère, un deuxième énantiomère. Ok. Donc cette molécule-là et celle-là sont 2 énantiomères. Ensuite, on peut vous demander de trouver les diastéréoisomères. Vous voyez, les diastéréoisomères, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, vous allez voir, c'est très simple concrètement. Pour passer d'une molécule à un diastéréoisomère, vous ne changez que sur un carbone. Je m'explique. Ici, sur le deuxième carbone, là, vers CLH, vous voyez, CLH, on n'a rien touché. D'accord? Par contre, ici, on avait en arrière OH, en avant H, et là, on va changer. C'est-à-dire que vers la feuille, on aura la liaison avec l'hydrogène, et vers vous, vous aurez la liaison alcool, ici, avec le groupe OH. Donc, cette molécule-là et cette molécule-là sont diastéréoisomères entre elles, pardon. On a changé uniquement sur un seul carbone. D'accord? Ici, souvent, ce qu'on fait, à partir de cette molécule-là, on va retrouver l'énantiomère de cette molécule-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir rechanger sur les 2 carbones. H vers la feuille, OH vers vous, on change H, OH, ici CL, H,
je mets HCl, donc j'ai bien changé sur les deux carbones, donc ça veut dire que ce truc-là, cette molécule-là et cette molécule-là sont bien deux énantiomères, donc molécules différentes, mais images l'une de l'autre dans un miroir. Ok ? Et puis en fait, si vous avez bien fait votre truc, et ben normalement entre cette forme-là et cette forme-là, ça doit être donc des diastéréoisomères, c'est-à-dire que normalement on a changé que sur un carbone. Vérifions ça. Sur ce carbone-là, bah, on a bien H vers là, Cl vers vous, on a bien ça, donc H vers le fond, Cl vers vous, très bien. Et là on a bien OH, H, et là on a H, OH, donc on a bien une différence ici. Donc ces deux formes-là sont bien des diastéréoisomères. Vous voyez, en fait, à partir d'une molécule, d'une forme d'une molécule, bah ça, il faut que vous sachiez faire ça. Vous retrouvez le premier énantiomère, vous changez sur les deux carbones, vous trouvez le diastéréosomère, vous changez sur un seul carbone, vous retrouvez une autre forme en changeant sur les deux carbones, vous retrouvez des énantiomères, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que cette forme-là et cette forme-là sont énantiomères entre elles. Cette forme-là et cette forme-là sont énantiomères entre elles. Cette forme-là et cette forme-là sont diastéréoisomères. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais ça et ce truc-là, c'est diastéréoisomère aussi. Ça et ça, ce sont ce qu'on appelle des diastéréoisomères. Ça et ça, ce sont ce qu'on appelle des diastéréoisomères. Donc en faisant cette petite technique-là, vous devez savoir normalement passer d'un énantiomère à un autre. Parfois, parce que évidemment, vous doutez bien que sur les molécules simples, ça va. Hein. Alors sur les molécules un peu compliquées, à 2 carbone, à 3, à 4, etc., c'est tout de suite un peu plus compliqué de voir les molécules à 3 dimensions, évidemment. Je vous ai mis un petit schéma bilan ici, on peut regarder ça ensemble si vous voulez. Donc, pour se remettre un peu les mots de vocabulaire, est-ce que je peux avoir ça? Ok. Donc, voilà, première question que vous posiez, est-ce que la molécule A et la molécule B correspondent à une même formule développée plane? Si c'est pas le cas, eh ben, A et B, ce sont des isomères de constitution, forcément, ce ne sont pas donc du tout des stéréoisomères. Si, même formule plane, même formule développée, eh ben, on va dire que A et B sont des stéréoisomères. Ok, ça c'est un terme générique. On va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Si on peut passer, alors la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut passer de la première forme à la deuxième forme en faisant la rotation d'une liaison? Si c'est oui, eh ben on dira que A et B sont des stéréoisomères de conformation. D'accord? Au final, des stéréoisomères de conformation, A et B sont deux molécules complètement identiques. C'est uniquement la façon dont on l'écrit sur sa feuille qui change. On a vu, rappelez-vous, qu'il y avait quand même une forme qui était plus stable que l'autre, donc statistiquement, il y a plus de chances, si on figeait les molécules, mais on peut pas le faire au final, mais si on figeait une molécule, on aurait plus de chances, de probabilité de tomber sur la forme stable, que donc la forme décalée, que la forme qui n'est pas stable. Mais voilà l'idée. Donc, si pour passer de A à B, on est obligé de casser une liaison, hop, on passe ici, et on aura affaire donc à des stéréoisomères de configuration. Autrement dit, maintenant, A et B sont bien deux molécules différentes. D'accord ? Ok, donc une fois qu'on a répondu à ça, on sait que A et B sont des stéréoisomères de configuration. On va se poser une dernière question, c'est est-ce que A et B sont images l'une de l'autre dans un miroir? Si la réponse est oui, A et B, ce sont des énantiomères. Si la réponse est non, A et B sont des diastéréoisomères. Voilà l'idée. Donc vous avez vu, il y avait pas mal de mots de vocabulaire à retenir dans ce chapitre-là, des petites techniques à bien avoir en tête, ce truc-là, savoir refaire ça. Ça aussi, cette toute petite technique, il faut savoir la faire, sur papier évidemment. La difficulté, je vous le disais, c'est que là on est en train de parler le chapitre, c'est représentation spatiale des molécules. Donc pour faire ça, on utilise donc la représentation de Cram, qu'il va falloir que vous maîtrisiez aussi évidemment, savoir ce que c'est que la chiralité, etc. Donc la difficulté, je le répète, c'est le but du jeu là, c'est de visualiser des molécules qui sont donc des objets en 3 dimensions, sur votre feuille de papier, qui est un objet en 2 dimensions. Donc c'est un peu ça la difficulté dans ce chapitre-là, c'est qu'il faut être capable un peu de visualiser des choses dans sa tête. C'est pas toujours évident. Comme d'habitude, la solution, c'est de s'entraîner.
Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. À bientôt.